Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Entretien ce matin entre le chef de l'État Faure Eswatini Gnassingbé et le président français Emmanuel Macron à Paris. Au menu des discussions, de nombreux sujets d'intérêt commun. Des précisions à suivre dans cette édition. La campagne de vaccination anti-Covid-19 a été étendue à toute la population de 30 ans et plus dans le Grand Lomé dès aujourd'hui. L'objectif est d'accélérer la couverture vaccinale. Les Béninois sont appelés aux urnes ce dimanche. Le pays a été longtemps salué comme une démocratie, mais aujourd'hui, les indicateurs de bonne gouvernance sont passés au rouge. Analyse dans cette édition. Et puis sport football, le championnat national de football de première division a été mis à jour hier avec le match en retard de la deuxième journée entre Koroki Metete et Asbina. Score final, un but partout. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. En séjour depuis mercredi en France, dans le cadre d'une visite officielle, le président de la République Faure Eswatini Gnassingbé est l'invité de son homologue Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Élysée. Des ministres togolais et français prennent part à cette rencontre avant un tête-à-tête entre les deux dirigeants. Plusieurs sujets d'intérêt commun ayant trait aux relations bilatérales, à la situation sanitaire ou encore sécuritaire meublent les échanges entre le leader togolais et son hôte. Toujours sur le plan politique, une autre rencontre aura lieu avec le président du Sénat français, Gérard Larcher. Le chef de l'État a multiplié ces dernières 48 heures les échanges avec les dirigeants de groupes et divers opérateurs économiques importants. Au menu, économie et investissement. À la primature, Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe a reçu hier à Lomé une délégation du groupe Cofina, compagnie financière africaine. La délégation conduite par son président directeur général Jean-Luc Conan a évoqué avec la chef du gouvernement la prochaine inauguration de la filiale au Togo. Pour Jean-Luc Conan, la présence de cette compagnie au Togo cadre avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Nous l'écoutons. Nous avons sollicité une audience auprès de Madame le Premier ministre. Nous avons vraiment balayé tous les aspects dans lesquels un partenariat privé, secteur public pourrait se mettre en place, notamment la digitalisation qui permet de toucher les plus grands nombres, qui est un projet aujourd'hui qui est cher à Madame le Premier ministre, avec le financement des secteurs et des filières agricoles, le financement des chaînes de valeur, qui sont un ensemble de choses qui permettront de résorber la pauvreté, pas seulement en ville, mais aussi sur l'ensemble de l'étendue du territoire, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc ces problématiques sont très chères au groupe Cofina. Nous avons développé une expertise particulière sur ces sujets et nous souhaitons la mettre en œuvre justement ici au Togo et avec l'ensemble de nos partenaires. Le groupe Cofina continuera d'accompagner les petites et moyennes entreprises et tous ces entrepreneurs qui sont exclus des circuits financiers classiques et qui pourtant ont besoin de financement pour pouvoir nourrir notre économie. Fin ce vendredi à Takwame de la session de formation des journalistes sur le nouveau code de la presse et de la communication. Il a été question durant 2 jours de faire comprendre aux participants les enjeux et défis de ce nouveau code. À l'occasion, le ministre en charge de la communication, Akoda Ayewadan, a relevé les avantages liés à la transformation des organes de presse en sociétés de presse. Il est au micro d'Elena Sabi. L'un des éléments essentiels sur lesquels nous avons échangé aujourd'hui reste la transformation des sociétés, des entreprises de presse en sociétés de presse. Au fond, ce qui est souhaité, c'est une formalisation des sociétés de presse. Cette formalisation a plusieurs avantages. Vous savez, se formaliser pour une entreprise de presse, c'est d'abord sécuriser le patrimoine de ceux qui sont derrière la création de l'organe de presse. C'est faciliter les relation entre cet organe de presse avec l'État, avec les salariés, avec particulièrement le fisc aussi. Cette structuration est un véritable pas vers la professionnalisation des organes de presse.
Pour clore la page nationale, à compter de ce vendredi, la campagne de vaccination anti-Covid-19 est étendue à toute la population de 30 ans et plus dans le Grand Lomé. Ainsi en a décidé le gouvernement. Clarisse Tombité. Oui, cette décision prise dans le but d'accélérer la couverture vaccinale intervient au lendemain de la demande faite par le ministre de la Santé de prendre désormais en compte de nouvelles cibles. En l'occurrence, les personnes exerçant des professions exposées, enseignants, agents de l'ICAT, conducteurs de taxis-motos formalisés et ceux de véhicules à 4 roues ainsi que les détenus. Toute personne désireuse de se faire vacciner est invitée à composer étoile 844 dièse ou à se rendre sur le portail officiel dédié à la vaccination sur le territoire pour s'enregistrer et se rendre ensuite dans un des centres prévus. Pour le gouvernement, l'éradication de la pandémie au Togo passera par la vaccination du plus grand nombre. Hier, 2 nouveaux décès ont été signalés et 148 cas supplémentaires rapportés. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité internationale, les Béninois sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Alors que le pays a longtemps été salué comme une démocratie exemplaire en Afrique de l'Ouest, des voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer une dérive autoritaire du régime de Patrice Talon qui brise un second mandat. Le président sortant aura face à lui dimanche Alassane Soumanou du parti Force Kori pour un Bénin émergent et Corentin Koué qui fait figure de dissident parmi les opposants. Ces 3 candidatures sont les seules à avoir été acceptées par la Commission électorale nationale autonome sur les 20 déposées. Un scénario inédit au Bénin. Les opposants au président sortant dénoncent une opposition muselée et un scrutin verrouillé. Pas comme Johnson. Effectivement, les opposants béninois ne sont pas les seuls à s'alerter d'un rétrécissement de l'espace démocratique dans leur pays. En 5 ans, les indicateurs de bonne gouvernance sont passés au rouge. Dans son dernier rapport publié le 11 mars, le Freedom House, think tank indépendant américain qui mesure l'évolution des libertés publiques de la démocratie dans le monde, le Bénin a perdu 14 points entre 2019 et 2020, ce qui lui vaut la perte de son label de pays libre. Dans son rapport de 2020, l'économiste Intelligence Unit qualifie de son côté le Bénin de démocratie hybride, c'est-à-dire que les principes de la démocratie sont toujours là, mais que leur application dans la réalité est problématique. Depuis l'avènement du multipartisme en 1990, le pays d'Afrique de l'Ouest a pourtant souvent été cité en exemple pour sa stabilité et sa vitalité démocratique. Aujourd'hui, le paysage politique béninois apparaît fermé. C'est en 2018 que ce processus s'est enclenché. Cette année-là a été adoptée une loi obligeant les partis à s'enregistrer afin d'obtenir un certificat de conformité. Lors des élections législatives de 2019, aucune formation d'opposition ne parvient à l'obtenir et seuls les 2 blocs de la mouvance présidentielle sont autorisés à présenter des listes. L'élection est marquée par des violences qui se soldent par 4 morts par balle selon Amnesty International. En parallèle, les principales figures de l'opposition béninoise semblent avoir été progressivement écartées du jeu politique. Dans son bureau de Cotonou, le ministre de la Communication Alain Orunla reste droit dans ses bottes. Il y a une confusion entre la dérive autoritaire et la restauration de l'état de droit et non de l'état de libertinage. Tranche-t-il lorsqu'on lui soumet la question de l'état de santé de la démocratie béninoise. Lui évoque une mise en ordre et une rationalisation du système partisan. Quant aux poursuites qui ont visé les figures de l'opposition, il invoque une lutte implacable contre la corruption et l'impunité. Personne n'est au-dessus des lois, rappelle-t-il, assurant qu'aucune liberté n'a reculé dans le pays. Le gouvernement s'appuie aussi sur de bons résultats économiques sur le plan de la croissance, notamment qui s'est maintenu malgré la crise sanitaire liée au Covid-19 pour justifier une certaine fermeté. Merci à vous, Pacom Johnson. En plus bref, les Djiboutiens votent ce vendredi pour élire leur président. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh est candidat à un 5e mandat. L'opposition qui conteste le processus électoral a boycotté. Face au président au pouvoir depuis 1999, il n'y a donc qu'un seul candidat, Zakaria Ismaël Farah, un entrepreneur quasi inconnu qui se présente en indépendant.
Au Tchad, le ministère de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de plusieurs chefs de parti et des activistes qui se seraient préparés à perturber la présidentielle qui se tient ce dimanche. Dans un communiqué diffusé hier soir qui fait suite à des alertes de l'opposition indiquant l'arrestation de plusieurs leaders de la contestation, le ministère de la Sécurité publique a annoncé le démantèlement d'un réseau terroriste. Selon le communiqué du ministère de la Sécurité publique, les personnes arrêtées s'apprêtaient à attaquer la CENI, des bureaux de vote et envisageaient même d'assassiner de manière ciblée les leaders de l'opposition pour en faire porter le chapeau au gouvernement. En Côte d'Ivoire, les tractations vont bientôt reprendre en Côte d'Ivoire concernant le retour au pays de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, acquittés par la CPI. Le président Ouattara a officiellement déclaré mercredi dernier qu'ils étaient libres de rentrer lorsqu'ils le souhaiteraient. Si sur l'essentiel, toutes les parties sont donc officiellement en accord, il reste de nombreux détails à régler. Les détails de ce retour seront l'objet des prochains échanges entre le gouvernement et les représentants de l'ex-chef de l'État mené par Assoua Adou. Au Brésil, le bilan du Covid-19 a encore atteint un nouveau record hier, 4250 morts. La polémique rebondit sur le terrain politique avec la mise en place d'une commission parlementaire pour enquêter sur l'action du gouvernement pendant la crise sanitaire. Une décision qui place le président Jair Bolsonaro dos au mur, tenu comme génocidaire par l'ancien président Lula et par nombre de ses opposants. Il va maintenant passer sous le crible des sénateurs. Et puis le président américain Joe Biden a annoncé 6 décrets pour lutter contre la violence armée. Il veut notamment s'attaquer à la propagation des armes à feu fabriquées de manière artisanale et qui n'ont pas de numéro de série. Il a annoncé la nomination de David Chipman, un partisan d'un durcissement de la réglementation sur les armes à feu à la tête du bureau fédéral chargé du contrôle des armes. Il promet aussi un rapport sur le trafic d'armes aux États-Unis. Ces mesures ont une portée limitée car sur cette épineuse question du contrôle des armes, Joe Biden a les mains liées par le Congrès. Pour terminer, football, pas de répit pour les footballeurs. Après la Ligue des Champions et l'Europa League, les championnats européens reprennent leur cours. Pendant ce temps, le championnat national de première division s'est mis à jour avant la 3e journée qui débute ce week-end. La page sportive, c'est avec Solim Lemo. Le calendrier de la zone nord du championnat national de première division a été mis à jour jeudi avec la rencontre entre Koroki Metete et AS Bina. Les deux équipes se sont séparées sur le score nul d'un but partout en match en retard de la 2e journée du championnat national D1. Battus lors de la première journée, les deux clubs n'ont pu mieux faire que de se contraindre au partage des points à Kara. Pour le compte de la 3e journée qui se joue ce week-end dans la zone nord, ASK premier avec 6 points croise les crampons avec Sarah FC dernier avec 0 points à s'accorder samedi. À Atakpame, Asko deuxième avec 4 points en découdra avec AS Bina, 6e avec 1 point. Duel Akara entre Semasi 4e 3 points et Unisport 3e avec 4 points. En clôture de la 3e journée, 5e avec 3 points, Ifodje reçoit Koroki Metete 6e avec 1 point. Dans la zone sud, au stade municipal, Gomido 2e, 6 points reçoit, Dito 5e avec 3 points. Ange FC dernier avec 0 points devra se relancer à Ablogame face à Agbolesou 6e avec 3 points. AS OTR 4e avec 3 points accueille AS Togoport premier avec 6 points à Kege. Puis le promu Entente 2 3e 3 points s'oppose à Maranatha 7e 0 points au stade JCA d'Agoué. En Europe, les affiches de la 28e journée de la Bundesliga allemande sont les suivantes. Samedi, Bayern Munich Union Berlin, Hertha Berlin Borussia Mönchengladbach, Eintracht Francfort Wolfsburg, Werder Bremen RB Leipzig et Stuttgart Dortmund. En Angleterre, les affiches de samedi sont les suivantes. Manchester City Leeds, Liverpool Aston Villa, puis Crystal Palace Chelsea pour l'ouverture de la 38e journée. En Espagne, samedi, la 30e journée donne les affiches que voici. Getafe Cadiz, Atlético Bilbao Alavés
Eibar Levante, puis à 19h, le Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone va mobiliser les attentions pour la fin des oppositions de samedi. En France, samedi, la 32e journée se présente comme suit. Strasbourg, PSG, puis Montpellier, Marseille. Et pour finir, en Italie, les rencontres de samedi pour le compte de la 30e journée donnent Spezia Crotone, Parme AC Milan, puis Udinese Torino. Madame, Monsieur, voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à vous à l'écoute de nos programmes. À très bientôt. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg